L'arrivée à Versailles de la jeune archiduchesse Marie-Antoinette est déjà une petite révolution avant la grande révolution. Pourquoi? Parce qu'elle concrétise dans sa personne ce bouleversement de géopolitique européenne qui est ce que l'on a appelé le renversement des alliances, et puis parce que Marie-Antoinette a une personnalité que n'avaient pas ses illustres devancières, à savoir Marie Lesinska ou la reine Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV. Marie-Antoinette a une personnalité et elle a été envoyée par sa mère, la grande Marie-Thérèse, pour séduire, pour concrétiser dans sa personne ce renversement des alliances. Elle arrive à Versailles, elle a 14 ans et demi, elle est toute jeune, elle est fraîche, elle est spontanée, elle est franche, elle est gaie, elle est très sensible, elle est également fière, et avec ces différentes qualités, elle va s'affronter très vite, se confronter à cette ambiance délétère de la cour de Versailles que l'on ne dénoncera jamais assez. Une ambiance où les aigris de tout poil guérissent et exorcisent les échecs de leurs propres existences dans le ragot et dans la calomnie. Et Marie-Antoinette, qui a cette fraîcheur, cette franchise, cette spontanéité, cette sensibilité, va beaucoup souffrir de cette situation. Et à partir de là, elle va chercher à se protéger de cette situation de la cour versaillaise et elle va mettre en place ce qui n'existait pas jusque-là, que l'on a appelé la Société de la Reine. Cette Société de la Reine, ce sont des personnes qu'elle va choisir et avec lesquelles elle va s'isoler loin de la cour, dans ce lieu enchanté qui est Trianon. Dans cette Société de la Reine, il y a bien sûr des femmes, on pense à la princesse de Guéménée, on pense à la duchesse de Polignac, surnommée la comtesse Jules, on pense également à la douce princesse de Lamballe, mais il y a également des hommes que l'on va appeler dans la correspondance du temps les favoris de la reine et qui constituent donc la thématique de mon ouvrage. Alors, cette société de la reine ne va pas être sans conséquences. D'abord, Marie-Antoinette pense qu'elle va pouvoir se protéger de l'atmosphère délétère de Versailles. En fait, la société de la reine va l'exposer encore plus à la jalousie, à la calomnie et au ragot. Et puis surtout, cette société dans laquelle la jeune souveraine se retire va faire que l'aristocratie, qui avait l'habitude de venir faire sa cour à Versailles pour manifester son soutien institutionnel au trône et à l'institution monarchique, cette aristocratie va délaisser Versailles, va se détourner de Versailles, et de manière un peu insidieuse, cela va fragiliser le régime monarchique français. Alors, Marie-Antoinette a également une autre raison pour laquelle elle se réfugie dans cette société privée. Ce sont bien sûr les échecs de sa vie conjugale. Et vous savez qu'elle écrira à sa mère sur ce sujet avec beaucoup de franchise. Ma chère maman doit savoir que la nonchalance n'est pas de mon côté et que ma situation est bien embarrassante. Et elle ajoutera, que peut-on faire à côté d'un homme de bois? Alors, au sein de sa société privée, elle va donc choisir un certain nombre d'hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on étudie un peu ces hommes qui constituaient son entourage rêvé au sein de cette société délicieuse de Trianon, on peut définir un certain nombre de critères qui étaient importants pour Marie-Antoinette. Des critères à la fois sur le plan physique et sur le plan du caractère de son entourage. Sur le plan physique, Marie-Antoinette aime les hommes grands. La plupart d'entre eux mesurent plus d'1,90 m, des hommes beaux et qui ont une allure un peu martiale. La plupart d'entre eux, ce sont des militaires, et ces militaires
Marie-Antoinette aime qu'ils viennent la voir en uniforme. Elle aime cet aspect viril que procure l'uniforme et elle aime que finalement ces hommes à la beauté un peu mythique s'insèrent dans le cadre rêvé de Trianon où Marie-Antoinette veut ce qui se fait de mieux en matière de décor, en matière d'ameublement, en matière de peinture, en matière de porcelaine, en matière de jardin. Ce cadre rêvé, elle veut des hommes beaux pour le décorer. Ces hommes doivent être beaux, ils doivent également être jeunes, puisque Marie-Antoinette dira « Je ne conçois pas que l'on vienne à la cour au-delà de 30 ans ». Jeunes et beaux, il faut aussi qu'ils aient un certain nombre de caractéristiques dans l'ordre de la personnalité. Première caractéristique, peut-être la plus importante, c'est la gaieté. Marie-Antoinette veut se libérer de la contrainte de la cour et de cette atmosphère délétère de la vie de cour, et donc elle veut s'amuser, elle veut se distraire, elle veut des gens qui lui changent les idées et qui la font rire. Ça, c'est sans doute le premier critère. Autre critère, certainement très important, Marie-Antoinette fuit l'hypocrisie des gens de la cour versaillaise. Et donc, à partir de là, ce qu'elle goûte dans son entourage, ce sont les relations naturelles. La nature d'une personne qui se révèle à elle. Et c'est pour ça qu'elle va apprécier des hommes au caractère très différent, parce qu'elle va s'attacher à leur naturel. Elle va aimer le caractère séducteur du duc de Lauzun. Elle va aimer la personnalité douce, délicate et protectrice du comte Esterhazy. Elle va aimer l'intelligence pétillante, extraordinaire du comte de Vaudreuil. Elle va aimer la gaieté un peu gaillarde parfois du baron de Besval. Et puis bien sûr, elle va aimer ce caractère mystérieux et ténébreux du comte de Fersen. Et à partir de là, Marie-Antoinette entre dans un rapport de séduction avec ces hommes, sans toujours maîtriser très bien ni ses sentiments, ni non plus ceux qui sont en face d'elle. Alors, je ne suis pas de ces historiens qui considèrent que Marie-Antoinette a été infidèle à son mariage. Non, je ne le pense pas. Marie-Antoinette est une femme fière qui ne renoncerait pas à ses obligations dans une relation extra-conjugale uniquement pour satisfaire sa libido. Ça ne correspond absolument pas à ce qu'elle est, à la conscience qu'elle a de son rôle au service de la dynastie française, et puis surtout un aspect que l'on a beaucoup trop négligé de mon point de vue, qui est la question de son éducation catholique. Tous les enfants de l'impératrice Marie-Thérèse ont été structurés par une éducation catholique. Et Marie-Antoinette n'admet pas l'infidélité conjugale, elle le dira, elle le manifestera à plusieurs reprises, comme à cette occasion où on veut introduire auprès d'elle la princesse de Monaco, qui est divorcée, et elle dira « Je ne reçois pas dans mon intérieur les femmes séparées de leur mari ». Donc Marie-Antoinette est rigoureuse dans ses relations, même si ses relations sont marquées par une certaine légèreté, parce que Marie-Antoinette, fondamentalement, est une femme séduisante qui aime séduire, parfois à son corps défendant. Et je voudrais terminer en vous citant quelques lignes des mémoires d'un jeune homme lorrain qui s'appelait François Cognel et qui est venu avec deux autres compagnons depuis sa Lorraine natale pour assister à l'ouverture des États généraux de 1789. Et il a demandé, comme on pouvait le faire couramment à ce moment-là, il a demandé à visiter Trianon, le palais et les jardins. Et voici ce que raconte François Cognel. Au moment où nous allions sortir, on nous annonça l'arrivée de la reine. Et comme nous n'avions pas le temps de gagner la porte du jardin,
notre introducteur nous fit entrer dans l'étable. La reine, d'abord accompagnée d'une dame de la cour, la congédia et elle s'avança, seule, dans la direction de la laiterie. Elle portait une simple robe de linon, un fichu et une coiffe de dentelle. Sous ses habits modestes, elle paraissait encore plus majestueuse que dans le grand costume où nous l'avions vue à Versailles pour l'ouverture des États. Sa manière de marcher est toute particulière. On ne distingue point ses pas, elle glisse avec une incomparable grâce. Elle relève bien plus fièrement la tête quand, ainsi que nous la voyons là, elle se croit seule. Notre reine passa tout près du lieu où nous étions, et nous eûmes tous trois comme un secret désir de fléchir le genou au moment où elle passait près de nous. Cette reine qui, même si elle n'est plus dans le cadre de sa société, même si elle n'est plus entourée de ses favoris, continue de séduire. Mais cette scène est emblématique puisque désormais Marie-Antoinette est seule à Trianon, épiée par le peuple dont la puissance va peu à peu s'affirmer comme un contre-pouvoir jusqu'à la faire disparaître. Alors je vous invite à vous pencher sur cet ouvrage, Les Favoris de la Reine, afin de retrouver cette reine merveilleusement séduisante, ainsi que son entourage, marqué par ses favoris de la reine, qui, s'ils étaient tous des hommes de cour, ne furent pas tous des hommes de cœur.